Le fait de tenir le livre dans tes mains, le bruit des pages qu'on tourne, pour moi, c'est un bruit sexy. Je vais pas dire sexuel parce que c'est pas le cas, mais il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre du désir, en fait. J'ai gravi une colline, c'était un jour de pluie. J'ai traversé la ville pour venir écouter Marie. Dans sa maison chaleureuse, partout, des livres, des histoires d'hier, d'aujourd'hui, des morceaux d'elle-même comme les éclats d'un miroir qui ont construit petit à petit celle qu'elle est aujourd'hui. Marie Pavlenko est autrice. Depuis longtemps, elle invente des histoires pour les petits, pour les grands, pour tout le monde. À la librairie, nous nous sommes rencontrés pour son roman magnifique publié aux Escales, Traverser les montagnes et venir naître ici. L'histoire de 2 femmes brisées qui se reconnectent à elles-mêmes, au monde, grâce aux rencontres, aux liens qui se nouent entre 2 personnes et grâce à la poésie. La poésie, ces mots et cette langue qui transforment l'air qu'on respire, qui apportent la douceur là où tout tremble. Vous l'entendrez dans cet entretien, ça fourmille, ça palpite, ça s'emballe et ça vibre. Il y a la chaleur d'une tisane au nom de contes de fées, la chaleur d'une voix qui partage un poème, la chaleur de toutes ces pages qu'on entend tourner et qui nous réconcilient avec le monde. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'ai visité un bout de la bibliothèque de Marie Pavlenko. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Marie. Elle est pas là. Elle est pas encore arrivée? Non, parce que je suis arrivée en avance. C'est hyper drôle. J'arrive trop tôt. Je suis en claquettes chaussettes, tout ça. Installe-toi. Ok, On se met là, Comme tu veux. Dans le canapé, comme tu veux. Alors. Écoute, merci de m'accueillir. La première question que je pose pour le coup, c'est où sommes-nous, Marie? Et tu peux me raconter un peu où on est et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Alors, on est chez moi. Donc on est au rez-de-chaussée. Il se trouve que c'est l'endroit où je mange, où je reçois mes amis. Il se trouve que quand on descend 3 marches, on est dans mon bureau. Oui. Et que c'est aussi la pièce. Alors il y a des livres dans toutes les pièces de cette maison. Mais c'est probablement l'endroit où il y a le plus de livres chez moi. Il y a cette bibliothèque, il y en a là, il y en a dans la cuisine, il y en a dans les toilettes, il y en a dans l'entrée, il y en a dans mon bureau, il y en a dans les marches, sur les marches de l'escalier, il y en a partout. Est-ce que c'est organisé d'une façon particulière? Non. Oh non. Non, alors pas du tout. Moi, j'admire beaucoup les gens qui rangent dans l'ordre alphabétique, voire par couleur, ça me fascine. Je vois des choses quand même un peu homogènes. Ça, c'est juste mon rayon poésie et il y a toutes les couleurs de Bruno Doucet. Oui, mais la poésie est avec la poésie. Mais oui, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres recueils de poésie qui se baladent. Okay. J'ai besoin d'être entourée. Mes livres, c'est un peu mes amis. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de, c'est pas mes amis, mais tu vois, il y a quand même, c'est des petits univers qui t'entourent et qui te soutiennent et qui sont aussi liés à des moments de lecture. Quand tu as lu, dans quelles circonstances, qu'est-ce que t'en as retenu? Et tout ça, c'est des souvenirs. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien m'entourer de ça, tu vois. Pour moi, le livre, il est organique, quoi. Il y a un rapport très charnel au livre. Et je n'ai pas de marque-page. Moi, je souligne, j'annote, je plie, je replie. Mais un livre abîmé est un livre qui a vécu. Un livre immaculé, pour moi, est un livre mort. Est-ce que tu pourrais lire un livre qui aurait été déjà habité, travaillé, traversé par quelqu'un d'autre? Au contraire, un livre qui a appartenu à quelqu'un, c'est une merveille. C'est une empreinte, c'est encore une fois un livre. Moi, je dis toujours, un livre qui est pas ouvert, c'est un livre qui est mort. Et moi, je trouve ça fabuleux et ça me bouleverse assez de voir éventuellement des petites notes, un mot souligné. Ça veut dire que ça interagit, résonné avec quelqu'un que je ne connais pas, que je ne verrai jamais, par quelqu'un d'autre que toi. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, tu laisses aussi des choses dans tes livres en dehors de ce que tu y écris? Est-ce que pour toi, ça peut être, je sais pas, une sorte de réceptacle du moment de vie que tu es en train de... Totalement, puisque de toute façon, si je résonne avec une phrase ou un petit paragraphe que j'aime, je sais que ça arrive parce que ça arrive dans l'instant dans lequel je le lis. Si je l'avais lu il y a 10 ans ou si je l'ai lu dans 20, je serais une autre personne comme j'ai été une autre personne. Donc ça inscrit le livre dans un présent. Peut-être qu'on peut remonter dans le temps. Est-ce que tu veux bien me raconter comment la lecture est entrée dans ta vie? Est-ce que tu as le souvenir des premiers livres que tu as peut-être aimés, qui t'ont laissé une trace, qui t'ont touché, bouleversé? L'objet livre, il est dans ma vie depuis que je suis née, en fait. J'ai 2 souvenirs. Alors, j'ai jamais réussi à retrouver le titre de ce bouquin, que je n'ai plus. J'ai le souvenir de lire un album jeunesse, je pense que c'était au Père Castor, de ne pas savoir lire et donc de ne pas comprendre, mais de le lire. De même que j'ai le souvenir extraordinaire de lire une BD d'Astérix. Mais comme je ne savais pas lire, je lisais la première ligne sur la première page, puis la première ligne sur la deuxième page, puis la deuxième ligne, ce qui faisait totalement sens pour moi. Et donc je me disais, mais je ne comprends rien, comment ça se fait? Et je devais avoir
3-4 ans, quoi. Ouais. Et je me souviens je me disais, mais comment ça se fait que je ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça qu'il fallait lire. Voilà. Donc, cet objet livre, il était un objet de désir. Il y avait des livres autour de toi, et tu piochais, et déjà, tu étais dans une posture de lectrice, même si tu n'avais pas encore la lecture. Ouais. Ah, je pense qu'il y a quelque chose vraiment de soit du mimétisme, soit de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans, quoi? Voilà, mais quand je te parle de désir, c'est vraiment ça. Si tu vois un adulte pendant 1 heure qui a un espèce de petit machin carré dans les mains et qui t'oublie et qui te répond pas, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? C'est super smart, en fait. Mais mes premiers souvenirs de lecture, ça doit être 7 ans, je pense, à peu près, tu vois. Alors, j'ai lu, ça je sais parce que je le raconte tout le temps, j'ai lu La potion magique de Georges Bouillon. De Roald Dahl, qui m'a changé la vie. Puisque, c'est pas très sexy, mais je vais te raconter. Georges habite avec ses parents et sa grand-mère. Sa grand-mère est ignoble. Sa grand-mère est un monstre, elle est méchante, c'est une teigne, elle est détestable. Et un jour, ses parents vont, je crois, au marché faire des courses. Ils se retrouvent tout seuls avec elle. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je sais pas ce qui se passe. Mais ils décident de se venger. Et donc, ils commencent à concocter une espèce de potion de tout ce qu'ils trouvent, du cirage, de la lessive, de l'essence, de l'engrais, enfin bon, tu vois, des trucs ignobles. Ils mélangent tout. Et il va faire boire ça à sa grand-mère. Il va se passer des choses. Et donc moi, je le suspense, c'est horrible. Je retourne à la librairie. J'ai le souvenir de lire ce bouquin et de tomber sur cette phrase qui décrit la grand-mère. Elle avait la bouche ridée comme le derrière d'un chien. Et je me suis arrêtée sur cette phrase. Alors, il se trouve qu'en plus, j'avais un dog allemand à l'époque, donc je m'y connaissais, un gros derrière de chien, un gros trou du cul de chien. Non, j'avais pas besoin, je m'allais très bien, j'ai identifié totalement. Et je me suis dit, non mais c'est dingue, cette image que moi jamais j'aurais imaginée, qui est merveilleuse. J'étais morte de rire. Je me souviens de l'espèce de sidération. Tu vois, il y a quelques années, en rencontre scolaire, parce que je racontais cette histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a l'air de rien, ça parle de trou du cul, enfin tu vois, ok. Mais que, pour moi, un bon écrivain, un grand écrivain, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des phrases complexes, qui utilise des mots qu'il faut aller chercher en dictionnaire, qui fait des phrases sur 3 pages. C'est quelqu'un qui va avoir un sens de la métaphore, de l'image, de la comparaison, qui fait mouche, que toi tu peux pas avoir imaginé, mais qui est sublime, pertinente, tu vois, ou amusante, etc. Et je pense que ça se loge dans cet instant de lecture. C'est-à-dire que tu fais surgir dans le cerveau d'une petite fille de 7 ans, toi, britannique, qui a fait la guerre, qui a été aviateur, une image que toute seule, elle n'aurait jamais imaginée. Et elle voit ce que tu veux dire. C'est-à-dire que j'ai vu, effectivement, oui, je vois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Alors après, j'ai beaucoup lu Roald Dahl. J'étais très fan du Bon Gros Géant et de Sacrée Sorcière, que j'ai vraiment lu, relu. Mais j'ai lu d'autres livres qui m'ont beaucoup marqué. J'ai lu Le Faucon déniché de Jean Comnegaz. Et je me souviens, je m'en souviens très bien, c'était pendant les vacances de Pâques et j'avais 9 ans, tu vois. Et je lisais le matin et la fin est abominable. Je ne l'avais pas du tout vu venir et je me suis mise à pleurer, mais d'une tristesse, quoi. Et ça, c'est pareil, ça ancre quelque chose de très fort. En fait, pour moi, la lecture, elle se loge dans l'émotion. Alors, pas dans l'émotion facile, mais il y a quelque chose de très... C'est pour ça que quand je dis que c'est charnel, il y a un rapport avec l'objet livre, avec le papier, l'odeur, puis le fait de tenir le livre dans tes mains, le bruit des pages qu'on tourne. Pour moi, c'est un bruit sexy. Je vais pas dire sexuel, parce que c'est pas le cas. Mais il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre du désir, en fait, dans le bruit d'une page qu'on tourne. Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je prenais le métro et je lisais, et on était 8-8-16, on était 5 à lire. Et en fait, je me suis rendu compte parce que j'ai entendu quelqu'un qui tournait la page. Et c'est comme un chat qui aurait les oreilles qui pointent. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, on est incroyable. Majorité, ça n'arrive plus jamais dans le métro. Et ce bruit-là, c'est le bruit de la mer, c'est le souffle, en fait. Tu vois, c'est l'embarquement, quoi. J'ai ressenti des choses très, très, très fortes, très petites, dans les livres. Et peut-être même exclusivement dans les livres. Je raconte aussi souvent cette histoire que mon père
avant l'entrée en 6e, donc j'avais 10 ans, moi je suis née en fin septembre, m'a filé un bouquin comme ça en police 2 en me disant tu vas lire ça. C'est mon père beaucoup qui m'a filé des livres. C'est vraiment lui qui m'a ouvert plein de portes. C'est aussi lui qui m'a donné Romain Gary, Simone de Beauvoir. Enfin, il a vraiment été celui qui m'a mis des livres entre les mains, quoi. Et donc il me donne ce bouquin, je commence à lire, je lis 60 pages, je vais lui rendre compte, je suis désolée, je trouve ça pas bien, quoi. Il me dit mais c'est parce qu'il forge l'anneau, comment je passe son? Pour moi, c'était haram de commencer, de pas avoir tout lu. Mais bon, en fait, il m'avait donné Le Seigneur des Anneaux. Je sortais de CM2. Mais je suis restée l'été, mais collée au plafond. Moi, quand j'avais 10 ans, si tu voulais voir des orques et des dragons, c'était pas au cinéma, il y avait rien, en fait. Ça aussi, je me souviens, en 6e, du coup, j'avais lu Bilbo le Hobbit, j'ai fait un exposé en 6e au cours de latin, sur Bilbo le Hobbit. La prof m'a dit, ok, vas-y, je pense qu'elle était hallucinée, la pauvre. J'ai d'autres bouquins, je te montrerai si tu veux. Attends, je crois qu'ils sont là, parce que j'y ai pensé dans le... Je te suis ou... Vas-y, viens. Alors ça, je sais plus trop de quoi ça parle, mais je les ai gardés, je les ai ramenés de chez moi. Le petit Nicolas. Bien sûr. J'adorais le petit Nicolas. Attends, ils sont où ces bouquins? Voilà. Tu retrouves assez facilement, je trouve. Ouais, mais parce que je sais où ils sont. Ça, c'est des livres que j'avais quand j'étais petite. Voilà, ça, je les ai gardés, je les ai piqués chez mes parents. Ça, c'est vraiment tes livres dans lesquels tu les as lus enfant, ouais. quoi. Je sais pas si j'ai mis mon nom. C'est vieux. Je pense pas que je mettais mon nom à l'époque. Ah oui, parce que aujourd'hui tu mets ton nom dans tes livres. Mon nom toujours. Tu vois, voilà, c'était à moi. Ça date de mon enfance. Oh là là, c'est le junior de la fameuse invasion de la Sicile par les ours, ouais. C'est une Bizzati. La sorcière de la rue Mouffetard aussi. Ouais. C'est celui dans lequel tu l'as lu. Ouais, j'aimais beaucoup. C'est génial. Donc ça, c'est les livres de l'enfance. C'est les livres de l'enfance. Et après, j'ai eu l'adolescence. J'ai lu, je me souviens très bien, le jour où mon père m'a donné La vie devant soi. Je devais être au collège. Là, c'est pareil, c'est venu par ton père. Ouais. Je me souviens très bien avoir lu Germinal l'été avant d'entrer au monde. Donc, c'était après le collège. Moi, ma mère a grandi dans les Corons. Elle était petite fille de mineur. Son père est mort quand elle avait 10 ans. Et elle est très secrète, tu vois, je sais des petites choses, mais voilà. Et j'ai lu Germinal et j'ai eu l'impression d'approcher ma propre histoire, en fait. Ça donne des frissons, ce que tu dis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, le livre, il est pas du tout anodin, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je sais plus, mais il est là. Ça, c'est mon bouquin quand j'avais 8 ans. Le miroir aux alouettes, des poèmes de Maurice Carême. Tu veux m'en lire un? Alors, il y en a qui sont sublimes, en plus. Ça, celui-là, Petite vie, par exemple. On s'assoit. Broyez-la, ce n'est qu'une guêpe. Cueillez-le, ce n'est qu'un muguet. Encagez-le, ce n'est qu'un merle. Tuez-le, ce n'est qu'un orvet. Savez-vous la raison profonde de ces petites vies? Et de quel poids est pour le monde l'injuste mort d'une fourmi? C'est magnifique. Ouais. Mais Carême, il est chouette. Mais Marie, tu relis? Tu les as relus certaines, ou des passages peut-être de ces textes que tu as lus enfant ou adolescent ou pas? Alors la relecture, c'est un grand sujet pour moi. J'ai beaucoup relu à mes enfants, en fait. Dans une idée de transmission. Totalement. En fait. Moi, je leur ai lu... alors, j'ai lu des livres que je n'avais pas lus seule, mais je leur ai lu du Roald Dahl, Le Bon Grand Géant, tout ça, je leur ai lu, en fait. Et tu les redécouvrais au moment où tu les lisais? Totalement. Alors, il y a je relis très peu de choses. D'abord parce qu'il y a tellement de choses à lire que je me dis que... Alors moi, j'ai un énorme problème, c'est que une fois que j'ai lu un bouquin, très vite, je m'en souviens plus. Je suis incapable de te raconter l'histoire. Généralement, j'ai une ou deux images et je sais si j'ai aimé ou pas. Mais t'en lis tellement, c'est normal. Tu vois, ça se dissout. Mais ça se dissout de bonne manière. Hein. C'est du sucre dans l'eau, après je le bois. Enfin, tu vois, j'en fais quelque chose, j'en suis sûre, il y a une matière. Mais bon, parce qu'un livre s'inscrit dans le présent. Tu peux ne pas aimer un livre à un moment, l'aimer plus tard. Tu peux adorer un livre, le trouver... Parce que ça, encore une fois, comme on est des êtres mouvants, changeants, et voilà, on rencontre un livre à un moment donné, et puis après on a changé, et la rencontre, elle peut ne plus se faire. Et donc en fait, moi, ça me fait assez peur de relire. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des livres dans lesquels que t'avais pas réussi ou que t'avais arrêté à un moment donné de ta vie, que t'as eu envie de recommencer là? Moi, ma plus belle histoire d'amour, alors bon, je sais que maintenant c'est Harry Potter. J'ai offert Harry Potter à une de mes copines, c'était vraiment le tout début, quoi. Et puis je me suis dit, non mais tout le monde en parle, voilà. Donc je commence à lire le premier tome, je lis, 20 pages, c'est nul à chier, quoi. 2 ans après, je me dis, bon, quand même, Harry, écoute, je recommence. Même chose. Alors je le reprends, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé les 2 premières fois? Pourquoi j'ai pas accroché? Je ne comprends pas. Mais voilà, il y a des moments,
Mais des moments. T'as eu envie d'y retourner quand même. Ça doit pas le faire à chaque fois. Je suis curieuse, non. Des fois, des livres que t'arrêtes et t'as pas envie de revenir dessus. Totalement. Mais tu vois, un tel engouement, et puis c'est quand même, même d'un point de vue intellectuel, de curiosité, c'est, voilà. Tu vois, il se trouve que le dernier tome, le tome 7, je l'ai lu en anglais avec un fils qui avait 1 mois et je lisais en l'allaitant la nuit, tu vois, voilà. Ah oui. Je t'ai pas posé la question des moments. Il y a des moments préférés, la nuit, peu importe. Tous les moments sont des moments de lecture. Ah bah, évidemment. Alors après, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais il faut que je sois en vacances, ce qui m'arrive quand même pas souvent. Si j'ai rien à faire, je me décale extrêmement vite. Je me couche vers 2-3 heures, je me lève vers 10-11 heures. C'est mon rythme naturel. Et lire dans une maison occupée, entre minuit et 3 heures du matin, avec tout le monde qui dort, c'est quand même un grand bonheur. On va continuer sur tes lectures, peut-être d'adolescente ou de jeune adulte. Est-ce que y a d'autres lectures un peu marquantes comme ça? Tout à l'heure, tu me parlais de Roald Dahl qui a changé quelque chose à un moment donné dans ta façon de percevoir l'écriture. Germinal, ça a été très fort. Germinal, ouais. Moi, j'ai lu Les Misérables, j'avais 20 ans, et je m'en souviens encore très très bien. Je me souviens notamment de Marius et Cosette. Et je me souviens m'être dit, Victor Hugo est mort il y a 150 ans et il raconte des choses que moi je vis aujourd'hui. Des émotions, des choses que je suis capable de... c'est moi, il parle de moi en fait, quoi. Et c'est pareil, ça m'a scié en fait. La façon dont il parle de Marius et Cosette, la façon dont ils s'approchent, dont ils se regardent, cette espèce de balai entre eux, de timidité, de désir mêlé, c'est hyper contemporain en fait, quoi. Ce qui prouve d'ailleurs qu'en fait, on n'a pas beaucoup changé. L'emballage change légèrement. Mais sinon, on est quand même tous les mêmes. Dans les sentiments, les mêmes. Mais dans le fond. Tu parlais de tes lectures, c'est quelque chose qui participe du plaisir de lecture pour toi, qui prolonge peut-être totalement. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, tu le gardes pas pour toi. C'est vrai. Enfin, j'ai envie de crier partout. Évidemment. Quand j'aime un livre, je peux l'offrir, je peux dire j'ai lu ça, c'était super. Ça m'arrive assez souvent de lire des passages. Et dans les livres que tu offres, tu parlais tout à l'heure que t'aimes de ce fait d'offrir des livres, il y a des titres que tu aimes particulièrement faire découvrir? Alors, j'ai vachement réfléchi à cette question parce que je me suis rendu compte que, alors moi j'aime beaucoup offrir des livres, mais en fait c'est pareil. Comme ma lecture s'inscrit dans le présent, j'offre des livres différents selon tu vois. Alors, quand j'aime un livre, j'aime l'offrir en fait. Donc en ce moment, alors j'ai beaucoup offert de poésie. J'ai beaucoup offert, et je continue à beaucoup offrir Exercice de joie de Louise Dupré. J'offre énormément, j'ai vu Sisyphe et Heureux de Katerina Apostolopoulou, qui pour moi est une merveille. J'offre beaucoup Zaatar de Sofia Karam-Palifarat. Et puis il y a des lectures, tu vois, j'ai lu La Cité des nuages et des oiseaux d'Anthony, je sais pas comment on dit, Doer. Alors c'est pareil, je l'ai offert. La guerre des mercredis de Gary Deschmidt, je l'ai énormément offert, qui est un livre jeune adulte, et je ne le disais pas, et je l'offrais à des adultes. Ah oui, sans leur dire, sans leur préciser. Oui, comme ça passe mieux. Exactement. Sinon, ils font le distinguo. Et alors, quand tu vas en librairie, tu sais déjà ce que tu as envie? Non. Tu te laisses guider? Ouais. Alors, ça m'arrive, il y a pas longtemps, on m'a parlé de La Cache, Christophe Boltanski. Okay. On m'a dit, c'est super, je suis allée le commander. Voilà, tu vois, je commande des livres, en fait. Mais sinon, je regarde les avis de libraires vachement, j'en parle avec eux. Moi, je vais demander. Bonjour, j'ai besoin d'un livre. Voilà. Ou alors, par auteur. Il y a des auteurs que tu suis. Il y a des auteurs que... Suivre, c'est un grand mot. Dont tu aimes. Voilà. Alors, il y a aussi que j'ai un espèce de truc un peu obsessionnel. Et que quand j'aime un auteur, parfois j'ai besoin d'en enquiller plusieurs pour m'installer bien dans son... Voilà. Donc j'ai lu plusieurs Louise Erdrich à la suite, par exemple. J'ai toujours lu Romain Gary, je le lis depuis toujours, mais il y a un moment, il y a quelques années, je me suis dit, non mais là j'y vais. Donc j'en ai lu plusieurs à la suite. Steinbeck, j'avais pas lu Les raisins de la colère, j'avais pas lu À l'Est d'Éden. J'ai enquillé, voilà. Tu vois, je les ai lus. Et puis j'ai découvert Odieux inconnu, qui depuis est un de mes livres préférés. Mais sinon, j'ai plein de livres d'avance. Mais oui, ils sont où tes livres d'avance? Parce que ils sont dans ma chambre. Ah ok. Je te montrerai après. Tu fais une pile à lire dans ta chambre? Non, j'en ai 25 000 des piles. J'en ai dans mon bureau aussi. Hein. Je fais des piles de bouquins. Et puis il y en a, j'y vais. Ah mais tiens, je vais lire ça. Alors pourquoi? Je peux pas te dire. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de le savoir. Mais si, c'est juste une question de désir. De désir. À un moment donné. Pourquoi t'aimes une personne? Voilà. Pourquoi t'aimes un livre? Mais c'est vraiment aussi dans cette histoire qui est pas du tout anodine pour moi, d'être ancrée dans le présent. La lecture, pour moi, c'est un besoin.
C'est pas une envie. Si aujourd'hui, tu ne devais garder de tous ces livres-là que 3 livres, je me permets de te poser la question parce que tu as dit d'un livre, aujourd'hui c'est un de mes livres préférés, etc. Donc il y a quand même des titres qui te constituent peut-être plus que d'autres. Il y en a qui restent. Mais tu vois, par exemple, on parlait des Misérables tout à l'heure, bon, c'est évident que ça a quand même posé une pierre dans mon univers qui peut pas être anodine, tu vois. C'est quand même une histoire dont t'as toujours entendu parler, enfin t'as entendu parler, donc tu la lis, donc tu t'affrontes à un monument, et quelque part ça compte aussi, tu vois. Mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où je me faisais chier, et qu'il fallait que je lise en diagonale, et que tu vois, c'est aussi une démystification, enfin, il y a plein de... Tu vois, il peut y avoir des raisons multiples. Moi, tout le cycle, alors j'ai pas lu tout, mais tout le cycle de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors le premier, il est magnifique, les 3 premiers sont sublimes. Il y en a un qui s'appelle Thé à nous, ça doit être le numéro 7, qui m'a aussi complètement bouleversée, parce que Ursula Le Guin, elle a l'air de rien, en fait. Quand je la lis, j'ai l'impression d'être sur la plage déserte, avec l'océan devant moi. Sa lecture, pour moi, c'est ça. Et si j'ouvre Terre-Mère, j'y serai. Peu importe l'histoire. Son écriture, sa façon de planter ses personnages, de les rendre forts et fragiles, tout ce qu'elle coud, en fait, fait elle provoque un sentiment de plénitude en moi, qui, je crois, est assez inégalé. Steinbeck. Alors, je ne saurais pas lequel, mais même des Souris des Hommes. Pour moi, c'est une des plus grandes histoires d'amour qui a été écrite, des Souris des Hommes. Et Au Dieu inconnu, c'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu il y a 5 ans et je m'en remets pas. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de lire ce livre. Les raisins de la colère, d'abord, en plus d'avoir su qu'il a été menacé de mort, enfin, je veux dire, les écrivains... Alors, il y a ça aussi. Plus j'avance, plus je crois que j'aime aussi les écrivaines et les écrivains qui s'ancrent dans autre chose dans quelque chose qui est pas futile, en fait, qui raconte la vie sublime mais la vie monstrueuse, et qui font corps, qui, à travers la fiction, parce que moi il y a aussi ça, farouche défonceuse de la fiction, font corps avec le réel. Donc c'est pas des livres que j'emmènerai, moi, c'est des auteurs. Moi, j'ai besoin de livres qui soient humanistes, qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est que d'être humain, mais qui explorent aussi, évidemment, les douleurs, les trahisons, etc., qui viennent creuser un sillon vierge, voilà. Tu vois, de qu'est-ce que c'est que d'être humain, en fait. Dans tout ce que ça peut avoir de beau et de monstrueux, quoi. Autour de la solidarité, de la beauté, je pense que je suis très très sensible à ça, quelle que soit la forme que ça puisse prendre, que ce soit dans la langue ou dans le paysage qui est décrit, ou dans, voilà. Et oui, je pense moi j'ai un vrai attachement aussi à ce qui transpire du livre, en fait. Si le livre, il t'a fait marrer, et que tu le refermes, et que t'es la même personne, c'est pas un bon bouquin. En fait, je me suis rendu compte en faisant des rencontres autour de Traverser les montagnes, pourquoi j'aime écrire de la fiction et pourquoi j'aime en lire. Tout à l'heure, je sais plus quand déjà, mais on disait on est tous les mêmes, d'accord ? J'y crois fondamentalement, ça. Et donc je me suis rendu compte que c'est quoi pour moi la fiction dans mon écriture ? C'est que justement, on vit dans une société en plus avec des couches, donc on est avec des couches, on est un homme ou une femme, ou un non-binaire, ou enfin on est un être, tu vois, on est différent, c'est ça que je veux dire, avec tous les possibles. Et puis on a une culture. On a une culture personnelle, familiale, on a une culture sociale, et puis on est dans un pays, et puis on a une langue qui nous forge le cerveau, on sait que la langue, ça nous... Hein, et donc, on est des êtres faits de couches. Et en dessous, il y a la grotte. La grotte, c'est... On est tous pareils, en fait. Et ben c'est ça que je vais chercher dans les livres. Je veux qu'on m'emmène dans la grotte. Je pense que quand ça va pas, moi, mon appétit de lecture, il s'intensifie. Par exemple, j'ai énormément lu pendant le Covid. En ce moment, j'ai beaucoup envie de lire. Je ne regarde plus beaucoup de séries, je regarde des vieux films. J'ai besoin d'aller dans les livres, en fait. Le livre, pour moi, c'est les fondations, c'est le solide, en fait. C'est la cave dans laquelle tu vas t'abriter. Donc, en fait, dans ces moments-là, je vais plutôt avoir tendance à lire. Avant de passer à la dernière partie de cette discussion, est-ce que tu lis un livre en ce moment, ou plusieurs peut-être ? Ce sont ces deux-là que tu as apporté ? Ouais. Alors, ça, c'est mon livre de métro, je viens de le commencer. Hein. Donc, c'est Haruki Murakami, autoportrait de l'auteur en coureur de fond. J'ai un fils qui s'est mis à courir. Et il m'a dit, mais maman, faut que tu t'y mettes aussi. Et à courir ? Ouais, à courir. Et j'ai adoré cette idée. Donc, je me suis mise à courir, mais tout doucement, comme une vieille mamie. Hein. Je pars de très très loin. Mais je comprends. Parce qu'en fait, moi, la métaphore que je donne, c'est écrire un roman, c'est faire un marathon. J'y crois vraiment, en fait. Et quand j'ai vu qu'il avait écrit ça, qui est un vieux bouquin, hein, je me suis dit, c'est le moment de le lire. Et sinon, en ce moment, je lis
Anthony Doerr. Toute la lumière que nous ne pouvons voir, comme c'est beau. C'est un titre traduit, je suppose. Oui, mais, j'imagine. mais Je c'est sais quand pas même du très tout. beau. À mon avis, souvent les titres en anglais, ils sont quand même. All the Light. We Cannot See. Et ça, tu l'as commencé depuis un peu plus longtemps. Ça, je l'ai commencé il y a. T'es plongée dedans, quoi. Ouais, là, je suis bien dedans et ça se lit extrêmement vite. Je l'ai commencé il y a quelques jours. On m'a offert La Cité des nuages et des oiseaux, qui est un livre extraordinaire. Il bâtit, je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, et ça, c'est le Pulitzer 2015, quand même. Il bâtit des mondes, ces livres sont énormes. Et il aime, en tout cas, le premier et celui-là, c'est des livres il y a plusieurs points de vue, donc c'est un roman choral à chaque fois. Et La Cité des nuages et des oiseaux, tu l'as lu ou pas? Non. C'est un entonnoir de folie furieuse, quoi. C'est-à-dire qu'il tresse vraiment plusieurs lignes narratrices dans des temporalités différentes. Au début, on est complètement perdu, et puis ça avance, et puis on commence à voir où il va en venir, et en fait, tout est concentré sur un tout petit point. Et ça, c'est magnifique. Et un point pas mal en plus. Lis-le, parce que là, je peux pas trop en dire, mais... On en parlera, je le lirai. Ouais. Parce que c'est un peu des livres-mondes quand même qu'il fait. C'est des livres où on est... Voilà, comme il prend le temps d'installer, on est bien happé, et que en ce moment, pour le coup, j'ai besoin de ça. Et tu me parlais des livres d'écriture. Tu lis des livres sur l'écriture, sur la lecture? J'en lis plein. T'adores ça? Ouais. Je peux te montrer si tu veux. Ouais, avec plaisir. J'en ai quelques-uns dans mon bureau. Tu considères que ce sont des livres pour t'aider à travailler ou pas du tout? C'est des livres où tu... Ça m'aide pas à travailler, ça m'aide à trouver... Ça me rassure en fait de voir que les gens galèrent pareil. J'adore. J'ai lu celui-là, Le Régime de Tombelle, et j'en Les ai livres un... prennent soin de nous. Voilà, les livres prennent soin de nous. Ça, c'était un de mes livres de métro, par exemple. Et j'en ai un qui est ma Bible, mais c'est tellement ma Bible que je ne sais pas où il est. C'est lequel? Qui n'existe pas, et je ne comprends pas pourquoi il n'existe pas. Ça s'appelle De la littérature, de Claude Roy. Qui n'existe... On le trouve plus, tu veux dire? C'est un vieux bouquin. Moi, j'ai un truc que j'ai commandé qui a, je sais pas, 50 ans. Mince. Et on peut plus le trouver, et il est extraordinaire. Et le Murakami dont tu me parlais, c'est Profession romancier. Voilà, oui. Profession romancier, j'ai Elle a la le foi foi d'un écrivain, de Parole Haute. Ça, c'est un pote qui me l'a offert. Écriture de Stephen King. Et j'en ai d'autres, je ne sais pas où ils sont. Super. Eh bien, écoute, on va passer à la dernière partie de cet échange. Ouais. La première question. Marie, si tu étais un titre de livre. J'ai écrit un titre, mais pas de livre. J'ai écrit un titre, mais pas le livre qui va avec. T'as écrit un titre? Ouais. Non, mais en fait, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. T'as des idées de titres? Ouais, t'as des idées de titres, voilà. Il y en a un qui revient toujours. Peut-être que j'écrirai un livre qui s'appellera comme ça, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La consolation du corbeau. Mais écoute. Ah, il manque que le bouquin. Consolation du corbeau. Est-ce qu'il y a un livre qui, pour toi, serait comme un pays? Tu peux entendre cette question de la manière dont... Mais tous les livres sont des pays. Tous les livres sont des pays. Mais tu vois, les contes de Terre-Mère, ça me fait cet effet-là. Mais oui, tu disais tout à l'heure, je l'ouvre et j'y suis. Ouais. Je suis complètement plongée dedans. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais je le pense vraiment, tous les livres sont des pays. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice du passé, peut-être, que tu aurais aimé rencontrer? Je pense que si je parlais bien anglais, j'aimerais bien rencontrer Steinbeck. C'est vrai? Ouais. Vous allez vous éclater. Boire des coups jusqu'à je sais pas quelle heure. Avant de passer à la question de mon invité précédent, je suppose que tu aimes bien lire à voix haute. Oui. Est-ce qu'il y a un texte que tu as lu peut-être récemment, ou peut-être un de ceux que tu es en train de lire en ce moment, dont tu accepterais de nous lire un extrait? Je peux te dire Louise Dupré, je vais pleurer probablement. C'est bien. Donc je peux pas que je te lise trop. Donc c'est dans le recueil Exercice de joie. Exercice de joie. Que reste-t-il quand il ne reste rien, sauf une petite clarté qui t'invite à la suivre dans le noir, et tu la suis. Ça. Tu dis joie, car tu ignores comment nommer les instants où ton cœur cesse de cogner contre tes côtes, et tu écoutes tranquille la mélodie du monde. C'est sublime. Tu veux que je te lise celui-là? Allez, on peut terminer là-dessus. Je sais pas lequel c'est, parce que j'ai dû... Mais tu l'as souligné 2 fois. Mais j'ai souligné 2 fois, ça veut dire quelque chose. On va voir si c'était dans le présent, si c'était... Tu passes sans cesse de la joie à la peine. Tu l'admets, ça dépend des jours, des images, de l'humeur du temps. Ça oscille, ça s'entrechoque, ça combat. Souvent, ça te tue et il te faut ressusciter. C'est ce que tu appelles le courage. Chaque fois prendre ton cadavre par les épaules, le mettre debout et le réprimander, devenir à la fois ta mère et ton enfant sans savoir qui parle en toi quand tu parles, qui écrit quand tu écris. Tu continues à taper ces pages qui ne font avancer aucune cause, seulement à te maintenir la tête hors de l'eau, quotidienne. Tu t'inscris dans l'humanité qui résiste sans hurler. C'est super de finir par ça. C'est magnifique, merci beaucoup.
Avant de terminer, il y a une particularité dans ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question sans savoir à qui. Ouais. C'est Jérémy Fell que j'ai rencontré récemment qui t'adresse la question suivante. Alors, il se posait la question de notre rapport à l'écrit. Faites plus écrire à la main, de toutes les intelligences artificielles, enfin de tout ce qui pouvait remplacer l'écriture. Et il se pose la question, et il te pose la question, quel sera notre rapport au roman, au texte écrit, si nous-mêmes nous n'écrivons plus? Alors déjà, texte écrit et roman, c'est quand même deux choses qui peuvent être très éloignées. C'est vrai. Et je crois pas qu'on n'écrira plus. J'y crois pas du tout. Il y a très longtemps, dans mon autre vie, j'ai rencontré une Libanaise qui avait tenté de tuer pendant la guerre. Elle était terroriste, et elle a essayé de tuer un maronite, je crois. Enfin, quelqu'un d'une milice. En tout cas, elle a été attrapée et elle a été mise au cachot en Israël. Ça veut dire qu'en fait, elle pouvait pas se tenir debout. Et son obsession, c'était de récupérer du papier toilette pour écrire. Je pense que l'écriture, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. Et par ailleurs, je pense qu'il faut distinguer l'écriture des histoires. Pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, l'humanité n'a pas écrit. Et pourtant, c'est là qu'elle a forgé les histoires sur lesquelles toutes nos histoires s'appuient. Et il y avait des aèdes, des poètes, des poétesses probablement, qui connaissaient des milliers et des milliers de vers et qui pouvaient raconter des histoires pendant 24, 48 heures sans s'arrêter. On a perdu ça, mais ça pourrait revenir. Et je pense que au-delà du roman et des textes écrits, ce qui nous constitue nous en tant qu'humains, en tant qu'espèce qui serait différente des non-humains, c'est que nous racontons des histoires et que nous avons besoin de raconter des histoires. C'est un besoin. Et je crois que ça mourra en même temps que nous, en fait. Merci beaucoup. On lui fera part de ta réponse. Et à ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je vais après toi. C'est pas une super question, je pense que c'est pas facile, mais c'est est-ce que tu penses que le roman est mort? Écoute, je lui poserai la question et je te ferai part de sa réponse. Cool. J'ai une toute dernière question avant de te laisser tranquille. Est-ce que parmi peut-être les livres dont tu m'as parlé ou d'autres dont tu ne m'as pas parlé, il y en a un dont tu aurais envie de me conseiller la lecture à moi personnellement si je l'ai pas lu? Exercice de joie, je pense que tu l'as lu ou pas? Et non, je l'ai pas lu, mais je pense que je me précipitais dessus en rentrant. Non mais vraiment. Ouais. Je pense que c'est un recueil qu'il faut pas lire jeune. En tout cas, je te remercie. Non, je rigole. C'est pas vrai. Non mais en plus, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas très intelligent ce que je suis en train de dire, mais en fait, il me semble que ce recueil-là particulièrement, parce qu'elle en a écrit d'autres. Plus t'avances en âge, et plus je pense que tu le comprends. Merci beaucoup, Marie. On va s'arrêter là. J'aurais pu encore t'écouter pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup à dire sur la lecture. Ouais, bah oui. Mais on va s'arrêter là. Ouais. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Marie Pavlenko. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent et envoyez-nous vos retours. À bientôt, à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.